Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans Carré VIP. Merci les amis d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la page YouTube. Alors oui, c'est vrai, on a des propositions de plusieurs catégories d'émissions, mais celle-ci, elle nous tient à cœur. Carré VIP, vous connaissez le concept, on reçoit un invité et on prend le temps de parler avec lui et de le découvrir. Aujourd'hui, on va recevoir celui qui, pour moi, est la révélation de cette année 2023. Forcément, vous n'êtes pas passé à côté de ça. Tu t'es passé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Nuit incolore de son vrai prénom, Théo. Salut Théo. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Mais oui, très bien, bien arrivé, c'est le matin, pas trop tard, donc je suis content d'être là. C'est vrai, ça se voit aux yeux en fait, si vous analysez, si on regarde bien les yeux, on voit que je suis un peu fatigué. L'album est sorti, il s'appelle La Loi du Papillon. On va l'écouter, on va l'analyser cet album et on va apprendre à te connaître au travers des chansons de l'album. En plus, on a de la chance que c'est un album très personnel. Eh bien, avec plaisir. Question un peu compliquée pour commencer, je la pose à tout le monde. Comment tu décrirais cet album en seulement 3 mots ? Parcours d'âme, justement, et plus particulièrement, c'est mon âme. Voilà. Parcours D''âme alors. Exact, c'est pour ça. Ok, le D', c'est un mot. Ok, pas de souci. Je disais 2023, c'est l'année où on t'a révélé. En fait, avant 2023, t'étais un étudiant, et j'ai envie de dire lambda, qu'on connaissait pas. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et tout d'un coup, t'es propulsé au stade médiatique. Enfin, maintenant, on te connaît. Il y a l'album, il y a le succès de l'album, mais il y a eu ce succès incroyable avec ce premier single. Pour toi, 2023, c'est quoi ? 2023, c'est un petit peu l'année où je découvre, où tout s'accélère et où je dois apprendre à maîtriser un peu mes émotions et mon stress. C'est là où je commence aussi à faire des concerts, ça veut dire de voir des gens en vrai, de les prendre dans mes bras, de discuter. Et ça me chamboule un peu de passer de ma chambre, justement d'étudiant, à des festivals. On va regarder un petit peu la pochette de l'album, juste pour commencer par l'analyser. Sur cette pochette, c'est toi, avec un nœud papillon qui ressemble plus à un papillon qu'à un nœud, cette fois. Donc on sait pas où tu regardes sur cette pochette. Est-ce que tu regardes devant toi ? Est-ce que tu regardes derrière toi ? Comment tu l'analyses, toi, la pochette de cet album ? Je regarde un petit peu sur ce qui s'est passé, sur mon passé, de là d'où je viens. Donc La Loi du Papillon, c'est aussi cette recherche de ses origines, comme c'est un parcours de mon âme. J'explique du début jusqu'à à peu près maintenant et peut-être plus tard. On va l'analyser en détail, je vous l'ai dit les amis, mais juste avant ça, une petite question, cet album il est dédié à ton grand-père. Pourquoi ? Oui. Parce que mon grand-père, c'est le fondateur du magasin de musique familial. C'est lui qui m'a enseigné un peu la musique, qui m'a donné ce goût à la musique. Il a fait tellement de choses dans sa vie, une carrière militaire, une carrière musicale et même de juriste, et je ne peux que l'idolâtrer, comme on dit. Il a malheureusement disparu ces derniers temps et il me fallait dédier cet album à lui, qui est très important dans ce parcours d'âme. Un album qui commençait avec une intro, on en écoute un extrait. Je suis un inconnu, je sais même pas d'où je viens. Tombé du ciel, cracher des enfers. Je suis un inconnu, je ne sais même pas d'où je viens. Cette phrase, je la retiens. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu dis ça ? Alors, je suis un inconnu car j'ai été adopté par une famille suisse et je ne connais pas mes parents biologiques. Donc c'est un peu je disais, cette recherche de ses origines, sans faire pour autant son Calimero ou à larmoyer et parler que de ça. Mais si on doit parler d'un départ, ce serait au Vietnam, cette adoption, où je me sens un peu comme un inconnu, né de la terre ou tombé du ciel, on ne sait pas. Et c'est un peu ce mystère qui commence l'album. T'es resté combien de temps au Vietnam ? Alors, par chance, je sais pas, mais j'ai pas trop connu. J'étais bébé, j'avais 5 mois encore quand on m'a adopté. Et j'ai eu l'éducation européenne. J'ai grandi dans des écoles suisses, justement. Et c'est un peu des regards différents que j'ai un peu banalisés. Parce que quand on est asiatique, le seul asiatique de son école, les gens regardent, se moquent un peu. Moi, je rigole parce que je ne vois pas encore le mal, puisque j'ai les yeux d'un enfant. Et plus on grandit, plus on se dit que c'est pas vraiment normal. On va reparler de ça justement. Est-ce que tu y es retourné au Vietnam ? Oui, j'avais 10 ans, mais à 10 ans, j'avais encore cet esprit immature d'enfant où je découvrais juste un joli pays que j'aimais parce qu'il y avait de la bonne nourriture, etc. Mais je ne voyais pas là le fondement de mes origines. Et maintenant, ça m'intéresserait d'y retourner pour un peu voir là d'où je viens. La deuxième chanson, elle s'appelle Quand je vois mon âme, c'est ça. Je regarde mon âme comme un passe-temps. Passer l'âge limite, c'est les autres gens. Le fil conducteur de l'album, c'est ça, hein, c'est l'âme, c'est le papillon. Est-ce que tu peux nous expliquer
Toi, comment tu vois un rapport entre l'âme et le papillon, justement? Alors, tout a commencé. Déjà, pourquoi la loi du papillon? Parce que j'ai tourné en Suisse une petite vidéo sur un son qui s'appelle Crush, qui parle d'amour. Et à la fin de la vidéo, il y a un couple de papillons qui se pointent devant la caméra. Et j'ai trouvé cette coïncidence assez folle, assez belle, parce que les papillons, ça peut être les papillons dans le ventre, et bref. Et je me suis intéressé à son symbole. Et il faut savoir que je suis fan de mythologie grecque, et papillon, en grec, ça se dit psyché. Okay. Et psyché, ça signifie du coup le souffle de vie, donc l'âme. Et je trouvais ce sujet assez passionnant, puisque l'âme, on a plein de questions sur l'âme, on ne sait pas par exemple où elle se situe, etc. Et ce sont des questions qui n'ont pas de réponse, et je voulais apporter un petit peu des recherches. Donc je trouvais ça beau de se dire que l'âme est enfermée dans le corps, comme un papillon dans une chrysalide. Et c'est quoi l'âme pour toi exactement? L'âme, pour moi, c'est ce qui insuffle la vie, c'est ce qui permet de créer des actions qui nous construisent, entre guillemets. Et là, de mon côté, ce parcours d'âme, c'est de partir du Vietnam, de la terre inconnue, à être là, en tant que nuit incolore, sous les feux un peu des projecteurs. C'est une certaine évolution, comme une larve qui évolue en papillon. Et c'est l'évolution d'une âme, justement, qui part d'un point A jusqu'à un point B, etc. Troisième titre. J'attire la foudre, j'attire les bêtes noires. C'est dans l'art de décevoir. Ce titre s'appelle Bête Noire. C'est qui tes bêtes noires à toi? Mes bêtes noires, c'est un petit peu tous les regrets d'enfance, justement, où j'avais ces yeux d'enfant et je ne pouvais pas vraiment... En fait, il faut savoir que je suis très indécis, que de base, j'étais un peu un mouton. Je suivais un peu les autres dans leurs décisions. Et un peu mes bêtes noires, c'est justement de ne pas avoir choisi et de suivre un petit peu les autres. Donc sur Bête Noire, j'ai eu la chance de faire une collaboration avec Tsu the Kid. Est-ce que tu connais? Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il est passé déjà à RTS ou... Pas encore, mais okay. On va y penser, c'est vrai. Et bah, en anecdote, Tsu the Kid, c'était vraiment mon premier concert musical. Genre, je ne suis jamais allé à un concert. En tant que public? En tant que public, okay. Exactement. Je n'avais jamais assisté à un concert. Et c'était à Genève, toujours en Suisse. Et j'étais là, waouh, quelle prestance! C'était une petite salle en vrai, mais il y avait vraiment de l'intention dans ces musiques, dans ce qu'ils voulaient nous transmettre, et ça m'a inspiré. Et là, de pouvoir faire une chanson avec, c'est tout un honneur. T'en as parlé tout à l'heure, c'est le single. Je suis totalement moi quand je suis à moitié moi. J'accumule les soirées, je ne les lis plus au matin. Je suis totalement moi quand je suis à moitié moi. Mais j'adore cette phrase. Tu peux nous en parler un peu plus? En fait, c'est justement, c'est ce caractère de choisir ou de ne pas choisir. Je ne suis pas totalement moi quand je ne choisis pas, et je suis totalement moi quand je suis à moitié moins moi. C'est un peu la même chose. C'est le fait d'être un suiveur en fait. Donc voilà. Il y a un sujet qui revient beaucoup aussi dans l'album, forcément, c'est l'amour. Hein. C'est un sujet qui revient dans beaucoup d'albums. C'est forcément, on a envie de parler d'amour quand on chante. C'est quoi, toi, ton rapport à ce sentiment, qui est le sentiment amoureux au sens large? Alors, c'est vrai que j'évite, en vrai, aussi de parler beaucoup trop d'amour, parce que déjà que c'est un sujet... Par rapport à d'autres artistes, oui, c'est vrai. Ouais, beaucoup d'autres artistes le font mieux que moi, je trouve. Mais l'amour a quand même une place importante dans l'âme, comme je disais auparavant. Par exemple, pour lier avec les papillons, quand on est amoureux, on dit qu'on a les papillons dans le ventre. Et ce n'est pas pour rien. Je voulais en parler avec Crush, justement, cet amour un peu à distance, utopique, où, par exemple, on pourrait se lier, je sais pas, à une star. On voit une star à la télé, on se dit, ah ouais, il est vraiment stylé. Et c'est ce petit crush, c'est cette petite étincelle qui est le début du coup de foudre, on va dire, et qui est impossible. Donc, j'aime bien parler d'amour quand c'est un sujet plus impossible que quelque chose de réalisable. J'aurais dû te quitter plus tôt pour me perdre dans les échos. J'aurais dû te quitter plus tôt pour te protéger de mes défauts. Ce titre, il s'appelle J'aurais dû. On parle depuis tout à l'heure du papillon, de l'âme. On a l'impression que quand même, il te pèse, ce papillon. Qu'elle te pèse, cette âme. Pourquoi? Parce que, en vrai, je me dis que j'aurais dû la quitter plus tôt, cette âme. Dans le premier morceau, dans le premier, titre, Quand je vois mon âme, faut s'imaginer l'âme qui est en face de nous,
à la troisième personne et on lui parle, on fait des confessions à notre âme. Et là, j'aurais dû te quitter plus tôt, c'est se dire que j'aurais dû quitter mon âme un peu plus tôt pour pouvoir me détacher un petit peu de suivre les autres, comme je dis. Mais c'est de pouvoir prendre ses propres décisions, toujours, et de pouvoir être indépendant. Il y a quelques années, il y a un film qui est sorti qui s'appelait L'effet papillon. Tu l'as vu, ce film? Ah, je l'ai malheureusement pas vu. Faut que tu le vois. Alors, attends. C'est un super film. Ça parle de quoi? L'effet papillon. Ça parle de l'effet papillon, en fait, le fait que on puisse, en fait, je crois que c'est l'histoire d'un gars qui remonte le temps et qui va changer un tout petit détail de sa vie, mais un minuscule détail. Et forcément, quand il revient dans le temps présent, sa vie, elle a été, en fait, complètement chamboulée, plus rien n'est pareil. Je crois que sa femme n'est plus la même. Enfin, voilà. Je sais plus exactement les détails, mais, et du coup, il est obligé de réparer ça, donc de retourner à des moments. Je crois qu'il y a même un 2 qui est sorti, mais qui est moins bien que le premier. Faut que tu vois ce film. Je regarderai. L'effet papillon, c'est ça, en fait, hein. C'est le fait c'est comme tu le dis, une petite chose peut engendrer de grandes conséquences. C'est exactement ça le film. Si on change un détail de notre vie, tout peut changer. Écoutez cette chanson. Pleure sous la pluie, peur d'être vide. Toi, comme dans le film, si tu pouvais changer un tout petit détail dans ta vie, tu changerais quoi? Par le passé, qui changerait des choses aujourd'hui? Je pense que j'aurais été encore plus assidu à l'école pour pouvoir avoir une grande matière de savoir pour pouvoir discuter, et ça, je sais que j'ai pas mal de lacunes là-dedans. Et dans le sens, là, pour revenir à l'effet papillon, tu sais d'où ça vient l'effet papillon? Justement, c'est génial parce que, pourquoi papillon? Parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'un battement d'aile, par exemple au Colorado d'un papillon, pourrait engendrer un ouragan en Islande? Justement, cette accumulation de petites actions qui mêlent à des grandes choses. Et c'est le poids de nos décisions et de nos choix. Donc si je devais changer quelque chose chez moi, oui, ce serait d'être encore plus assidu à l'école, d'apprendre plein de choses. Actuellement, je rattrape tout ça. Bien sûr, j'ai appris le piano, j'apprends quelques langues aussi, mais en soi, c'est de pouvoir être curieux sur tout. Tu parles plusieurs langues? Ouais, mais ça s'oublie vite, hein. Faut savoir qu'en Suisse, on doit apprendre l'allemand, obligatoirement pendant une dizaine d'années, et ça, c'est vraiment une langue qui s'oublie aussi vite que je sais pas, le vent en été. Et en soi, j'ai appris aussi l'italien, justement, parce que c'est aussi un pays limitrophe. Donc voilà. Aber wir kommen in Deutsch sprechen. Let's go. Non, je m'arrêterai là, tu vois. Ouais, c'est marrant parce que, du coup, dans le sud, vous parlez pas allemand. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Mais tu parles allemand? J'ai fait allemand. Ah oui. Et tu t'en rappelles? Un peu. Ok, genre. Un peu. Je l'avais préparé, je l'avais noté. Non, j'ai vécu en Allemagne, donc forcément ça aide. Mais c'est vrai qu'il y a peu de gens qui parlent allemand, et plus on se rapproche de la Suisse, forcément, plus il y a de gens. Dans le sud, on va plus parler espagnol, forcément. Donc tu parles espagnol? Pas du tout. Ok. Mais allemand, ok. Allemand. Un tube, les amis, un tube. J'étais passé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Comment tu l'as vécu, le succès lié à cette chanson? J'ai été dépassé, si tu me permets le jeu de mots facile, parce que vraiment composé dans mon chalet, parmi les montagnes, un extrait de 15 secondes sur TikTok. J'ai le droit de citer? Oui. Et ça a pris de l'ampleur, tellement d'ampleur. De base, c'était une trend sur les tracteurs. Et je trouvais ça assez marrant parce que je les ai tous regardés, hein, vraiment. C'est des gens qui filmaient leurs tracteurs avec le son dépassé. Je me suis dit, c'est marrant, c'est sympa, ça touche un petit peu les gens qui vivent à la campagne, d'où je viens un peu. Et ça me faisait plaisir de fédérer une communauté, on va dire. Après, les gens ont commencé à s'approprier le son, à le reprendre en playback, à raconter leur propre histoire dessus. Et c'est passé justement après à la radio. Et entre guillemets, ce succès, comme les gens le disent, ça m'a quand même profondément touché. Parce que je n'étais pas du tout habitué à ça, bien sûr. Ça m'a chamboulé, et encore maintenant je suis chamboulé parce que beaucoup de personnes me disent « Ah, c'est toi qui as chanté Dépassé par le temps, etc. » Et je suis là, oui, c'est marrant parce que cette chanson a été écrite avec plein de lectures, plein de sens. Moi, mon sens, c'était sur l'adoption, justement, sur ce fait d'être dépassé par le temps. Je m'imaginais encore en 2001 au Vietnam, qu'est-ce que ça ferait si je discutais avec le moi-même d'avant. D'autres ont vu un hymne au suicide. Donc ils étaient là, ah oui, je comprends, c'était pas forcément le but premier, voilà. Et d'autres pensaient même dépasser par le temps météorologique, genre dépasser par la pluie. Donc c'est marrant, et ça permet de discuter, de pouvoir échanger nos différents points de vue dessus. Et franchement, trop content.
Mais c'est hyper marrant ce que tu viens de dire parce que moi, cette chanson, je l'ai adorée tout de suite. Mais c'est vrai, en me disant ça, je me disais, il y a quelque chose de glauque, hein. Pour moi, je disais, on a l'impression comme si t'avais hâte le jour de la délivrance. Oui. Tu vois, comme si on t'attendait ce jour de la mort, comme si la vie était un poids. C'est un peu moi l'image. Pourtant, tu me dis, c'est pas du tout ça, en fait. En vrai, je pense qu'il y a quand même 30% qui est inspiré de ça. Parce que Nuit incolore, j'arrive pas vraiment à composer de manière joyeuse. Juste pour citer, il y a un titre qui s'appelle, pas dans l'album, mais qui s'appelle Je me déteste, encore jusqu'à la mort. Donc on voit que c'est pas franchement la gaieté. Donc j'ai l'habitude de composer des chansons dites mélancoliques qui tirent vers le pessimisme. C'est un peu moi, mais bon, là je suis très heureux, je suis pas triste, hein, y a aucun souci. Mais c'est plus facile, comme je compose de nuit, c'est plus facile pour moi de poser des émotions qui sont un peu plus négatives. Et pourtant, j'ai appris ça et j'étais choqué de l'apprendre. Avant de faire tout ce qu'on entend et tout ce qu'on découvre de toi, tu faisais des chansons limite paillardes. T'as appris ça où? J'ai appris ça. Non mais c'est vrai ou pas? Alors paillarde, mais pas dans le sens foire à la saucisse. Ouais. Plus dans le sens faire des chansons dédiées à des thèmes à la mode de maintenant. Drôle, quoi. Voilà, comme là je peux le citer pour faire rire mes potes. Ouais. Actuellement, il y a une chanson qui s'appelle Kwakubé, c'est pas de moi, bien sûr, et c'est de prendre des effets de mode et de les reprendre en chanson. Si je peux le citer en exclu, j'avais fait une chanson sur Fortnite par exemple. Mais ça n'a jamais été on va dire publié. C'était juste envoyé pour mes potes, pour les faire rigoler entre deux cours, et voilà, c'était sympa. Et au bout d'un moment, je me suis quand même dit parce qu'on apprenait à écrire des sonnets en cours de français au lycée, et je me suis dit écrivons de manière sérieuse ce que je pensais. Et voilà, à force d'écrire des textes derrière un piano, je pense que je me suis un peu plus contrôlé. Si vous avez été un pote à Théo il y a quelques années et que vous avez en vous ces morceaux, envoyez-les rtsfm.com, je veux écouter ça et je veux en faire profiter les auditeurs. Non mais c'est dingue, l'anecdote est dingue. Je pense que ça se vendrait cher. Mais tu les as toi? Non. Ouais. Allez, on passe à la chanson suivante. Car ce cadenas, j'ai peur de qui l'ouvrira, sur un trois-mâts ou dans un cheval d'étroit. Car ce cadenas, j'ai peur de qui l'ouvrira. Cœur sous cadenas, déjà rien que le titre, j'ai trouvé ça super beau. On apprend dans cette chanson, et c'est un peu ça qu'on apprend dans le titre, que c'est dur pour toi de te livrer. En tout cas, tes sentiments. C'est vrai, Cœur sous cadenas, justement avec le cadenas, on est un peu bridé par nos émotions. Je trouve que c'est la chanson un peu la plus légère de l'album, avec une thématique qui parle encore d'amour de ce côté-là, mais d'amour un peu plus léger, toujours pessimiste, parce qu'il ne va pas se réaliser. C'est un amour qui est toujours utopique. Et Cœur sous cadenas parle un petit peu de... Comment dire toujours amour à distance, bien sûr, et je l'ai composé avec un producteur, pour dire que je l'ai pas composé seul, faut que je donne un peu les lauriers à tout le monde. Déjà par la prod, on sent que c'est un caractère un peu plus léger. Dans le texte aussi, ça parle de nuages justement, et je pense qu'elle a sa place dans l'album justement parce que j'ai tourné un clip au Japon. Et ça n'a pas grand rapport là avec ta question, mais ça m'a fait plaisir d'aller au Japon déjà tourner ce clip qui sortira, je pense, courant 2024. Donc voilà. Ok. Donc comme je dis, c'est une chanson un peu plus légère. C'est le moment où on respire. On respire. Là, c'est le cœur qui a parlé. C'est pas la tête qui a écrit le texte, qui s'est pris la tête avec des rimes, etc. Donc, j'ai peut-être un peu moins de matière à parler puisque c'était sur le coup du moment. C'est le cœur qui parlait. Dans les artistes de 2023, s'il y en a un qui se prend la tête, je trouve, à choisir les rimes, à choisir les beaux mots cette année, c'est bien toi. Et ça, bravo. On sent qu'il y a un vrai amour de la poésie. Oui, c'est avant de tourner, on parlait de Chilou. Quand je parle avec Chilou, on a cette on a cette on va dire ce but commun de mettre en avant la langue française, la poésie. Lui s'inspire de Rimbaud, moi plus de Baudelaire, et en soi je trouve ça beau de rendre hommage à ce qui nous a construit, à ce qui a construit notre langue, même si là, quand on parle de manière normale, on fait plein de fautes de français, blablabla. Mais je trouve que dans le travail, dans la création d'un texte, c'est important d'y donner de son temps plein, on va dire, pour composer une œuvre, comme on dit. Allez, on écoute le titre d'après. J'attire un peu la nuit, quand je m'ennuie, je m'en vais. Parler, c'est pas mon fort, parler, mais sans un mot. T'étais quel genre d'enfant, toi?
Enfant, je pourrais même pas te décrire. Je pense à l'image de mon pays, j'étais très neutre, dans le sens, c'est même fade, j'ai envie de dire, je sais pas vraiment de personnalité, puisqu'on disait auparavant qui suivait les autres. J'étais, je pense, assez, j'obéissais à mes parents, bien sûr, genre assez respectueux aussi des autres, et ça, j'espère le rester. C'est de ne pas trop déranger. En fait, c'est d'être là, de ne pas trop se mettre en avant, parce que si on est trop en avant, on se fait remarquer. Et si justement on ne se met pas assez en avant, on est mauvais à l'école, on se fait aussi remarquer. Donc élève moyen, j'ai envie de dire, qui ne se démarque pas et qui reste dans son coin. Et je pense que ça, c'est cette envie de ne pas déranger, ouais, j'ai pas d'autres mots, justement, c'est basique. Mais c'est marrant, on a l'impression quand tu parles de ton enfant que tu l'aimes pas trop. Enfin, que tu lui reproches d'avoir été comme ça un peu. Je reproche et je reproche pas, parce que sans ce côté-là un peu inexpressif, je ne serais pas là aujourd'hui à raconter plein de choses. Parce que là, par chance, j'ai un bagage où je peux parler de beaucoup de sujets que je n'osais pas auparavant, que ce soit l'adoption, que ce soit justement ces côtés un peu tristes. Et j'ai une belle enfance, franchement j'ai une belle enfance, je m'amusais bien, j'ai pas fait de grandes choses à part apprendre le piano qui était un peu mon exutoire à ce moment-là, d'apprendre des chansons que j'entendais à la radio, de pouvoir les refaire et peut-être un peu de me la péter devant les copains. C'était, je pense, ce cliché d'asiatique qui fait du piano et du karaté. Donc franchement ça m'allait bien, hein. J'ai bien grandi, j'ai fait du sport, de la musique, et mes parents m'aimaient, donc même toujours, hein, bien sûr. Donc je pense que tout allait bien. Mais la musique, ça aide ? La musique, ça aide grandement, surtout quand tes parents ont un magasin de musique. Ça permet les week-ends d'aller essayer toutes sortes d'instruments, que ce soit ukulélé, batterie, piano, et de ne pas devoir payer, justement. Ouais. Donc chez moi dans ma chambre j'avais plein d'instruments que mon père avait d'occasion, j'essayais tout, je touchais à tout, et même si je jouais de tout très mal, genre ça me permettait un peu de m'éveiller et d'essayer de m'exprimer autrement que par la parole. Dans la pénombre, les ronces sur moi se confondent. Dans la pénombre, je tombe. Dans la pénombre, cette chanson, tu l'as écrite à Tokyo. Exact. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est le voyage, qui est aussi hyper présent dans l'album. Si, on en a parlé parce que tu nous dis déjà que t'es né au Vietnam, que t'as été en Suisse. Je sais que t'aimes beaucoup voyager. Pourquoi le voyage c'est autant important pour toi ? Alors pourquoi le voyage et surtout pourquoi l'Asie ? Je pense que c'est un peu un appel de l'Asie, même si j'étais dans le déni depuis très longtemps, que ce soit le Japon, la Chine, le Vietnam, c'est un peu ce retour aux racines. J'ai appris à manger avec des baguettes il y a 3 ans seulement, et je sais pas, toute cette culture asiatique qui revient vers moi, qui me dit, qui vient me rechercher, ça a commencé par le Japon. Le Japon, cette culture qui m'a inspiré par les mangas, bien sûr, les animés, j'ai grandi avec ça, et aussi par, je sais pas, leur politesse, ça c'est quelque chose de dingue, leur savoir-vivre. Et faut savoir que les Ghibli, je sais pas, tu connais les Ghibli ? Les Ghibli, par exemple, le voyage de Chihiro, tout ça, c'est des films un peu pour enfants, qui ont quand même une morale assez mature, m'ont grandement inspiré, et aussi les bandes-sons par Joe Hisaishi, qui a créé les musiques, qui est aujourd'hui mon compositeur préféré, m'a vraiment porté vers le haut quand ça n'allait pas. Donc, le Japon, pour moi, c'était un passage obligatoire pour cet album. J'ai composé trois chansons, justement, sortent de ma tête, Dans la pénombre et Sous la pluie. Alors, faut s'imaginer pour Dans la pénombre, un Tokyo, sous la pluie, justement, où t'es enfermé dans ton hôtel, tu sors pas parce qu'il pleut vraiment très fort. Tu regardes dehors, il fait nuit, et tu vois un peu les néons, les gens avec leur parapluie, et je sais pas, j'espère que ça se ressent dans les accords un petit peu mélancoliques. Je me suis inspiré pour les accords c'était un temps, la mode des backrooms, de la dreamcore, sont un peu des genres musicaux où on se laisse aller, où notre esprit s'envole, du coup très bien pour parler de l'âme. Donc Dans la pénombre, c'est un peu ce côté où on ferme les yeux et on s'imagine à un endroit un peu perdu. Tout à l'heure, on a parlé de Chilou. Effectivement, il y en a beaucoup des artistes qui ont été révélés cette année, qu'on adore sur RTS, et je sais que vous les aimez. Et celle qui est en duo avec toi sur la prochaine chanson, on l'aime particulièrement écouter. Se cacher pour mieux se voir, on se compare dans nos cauchemars. Tu dis de Mentissa que c'est l'une des rares personnes qui t'a fait pleurer. Ah oui, alors
en live, parce que je suis assez pudique. Oui, en live. Déjà, Mendissa, j'ai vu l'interview sur RTS, du coup, entière. Donc c'est pour ça que je suis content d'être là aussi. Et c'est cool d'en parler, parce que Mendissa, c'était pour moi mon coup de cœur de l'année, que ce soit humain, enfin il y en a plein, hein, mais un des coups de cœur de l'année, que ce soit humainement parlant, sa voix, je vais rarement au studio, là on était ensemble pour créer cette chanson, Paradoxe, et juste ces maquettes de voix, j'étais là, mais ouah, elle a une voix très douce, j'ai pas envie de la comparer, mais ça fait penser un peu à du Billie Eilish, justement, parce que c'est doux, c'est mielleux, et moi ça m'a pris directement au cœur par les émotions. Donc c'était un passage obligatoire qu'elle fasse partie de cet album. Paradoxe parle de ce côté où nous sommes des paradoxes. Par rapport à vos origines. Exactement. On est né de quelque part, mais on n'a pas grandi avec l'éducation de nos racines. Mais dans les yeux des gens. Vous êtes de là-bas. Dans les yeux des gens, nous sommes de là-bas, mais justement, si on me demande de parler vietnamien, je ne pourrais rien leur dire. Donc c'est un peu ce paradoxe où on vient de quelque part et qu'on n'en connaît pas grand-chose. Enfin voilà, on s'y intéresse, mais malheureusement, on n'a pas grandi avec ses coutumes et ses mœurs. Donc, paradoxe. Et cette chanson, elle est magnifique. Merci. On écoute la prochaine. La raison est un fardeau bien trop lourd à porter. Je ne gagne rien sans acheter, mais la lâcheté est l'unique souvenir que je peux me payer. La raison est un fardeau bien trop lourd à porter. C'est-à-dire ça, c'est sort de ma tête. La raison est un fardeau bien trop lourd à porter, c'est dans le sens que souvent on a envie de laisser parler le cœur. Je sais que c'est un peu bateau de le dire comme ça, mais faut s'imaginer comme nos choix qui des fois ne s'assument pas. C'est la chanson la plus complexe de l'album, j'ai envie de dire, dans le terme écriture. Là, je vais te parler de quelque chose qui est assez complexe parce que ça parle de la philosophie cette fois. Pourquoi les papillons, la philosophie, ça a un rapport avec Platon. Justement, j'adore la philosophie. Et comment vous dire, ça risque d'être un peu gnangnan et un peu what the fuck aussi. Sort de ma tête parle de la tripartition politique de Platon. Rien que ça, j'ai envie de dire. Je sais pas, c'était dans un moment de vide où je me suis dit j'ai envie de faire une chanson sur un thème donné, un thème waouh, et je me suis intéressé à justement ce côté-là. La tripartition, c'est que Platon voyait le système séparé en trois, avec trois classes, les philosophes rois qui pensaient par la raison est un fardeau bien trop lourd à porter, avec on va dire les protecteurs, ceux qui gardaient la cité, et ensuite les travailleurs qui travaillent, qui permettent les fondations de la cité. Et de ce côté-là, je trouvais assez intéressant parce que c'est une vision de trois âmes différentes qui travaillent pour le bien d'un système. Donc, sort de ma tête, c'est un peu ce côté où on passe de toutes les étapes, parce maintenant, actuellement, on n'a plus vraiment ce système de tripartition. Je sais pas si je t'ai perdu. Non, mais non. Okay. En fait, je revois mes cours. Hein, ok, non, c'est bien. La caverne, tout ça. Enfin, voilà, à l'époque, Platon. C'est vrai que c'est. Wow. Et en vrai. Maintenant, en 2023, on passe par tous ces états. On doit travailler pour faire notre nourriture. Ouais. On se protège, bien sûr, que ce soit sur les réseaux ou partout. Et ensuite, la raison, c'est ce qui permet de nous faire grandir et de penser à plus tard pour notre vieillesse. Donc voilà. Donc, sort de ma tête, ça parle de l'âme, mais de façon bien plus théorique. Ok. Donc, voilà. Et si vous avez envie de relire Platon, allez-y. J'ai noyé les mots de nos rendez-vous. J'ai crié sous l'eau pour ne pas devenir fou. Rendez-vous. Alors là, on retrouve une voix qu'on connaît bien, celle de Ben de Kyo. C'est un truc de fou. Là, je parle vraiment juste à l'oreille, comment vos voix vont trop bien ensemble. Ah, c'est gentil. Mais vraiment, quand on vous entend, il y a un... Bon, en tout cas, c'était un rêve de gosse pour toi de chanter avec lui. C'est clairement un rêve de gosse, et de plus en plus, là, ces derniers temps, on me disait « Ah, tu me fais penser à Ben de Kyo, tu me fais penser à Kyo. » J'étais là « Ah oui, bon, bien sûr, je ne trouve pas. » Mais on me l'a dit souvent, et je me suis dit, en fait, c'est marrant, parce que Kyo, c'est avec eux que j'ai grandi. À la radio, en Suisse, quand j'étais petit, il y avait beaucoup de Kyo qui passaient, soit les dernières danses, même le Graal un peu plus récemment. Et j'ai grandi avec eux, ils m'ont fait grandir. Et là, de faire une chanson avec eux, qui s'appelle Rendez-vous, c'est un méga honneur, vraiment. Rendez-vous, du coup, pour un rendez-vous, c'est un peu ce fait de pouvoir se fédérer à distance. Quand j'étais petit, je les écoutais à la radio, c'est comme s'ils étaient à côté de moi en train de chanter, alors que pas du tout. Et donc, Rendez-vous, loin de nous, c'est ce côté où on peut se savoir, on se comprend, malgré
la distance. Vous vous êtes rencontrés du coup? On s'est rencontrés. Comment s'est passé la première rencontre, le premier moment? Alors la première rencontre, c'était pour moi très stressant parce qu'on s'est retrouvés. Je me dis mais je vois mes idoles, je suis tout seul. Ils sont 4, donc de quoi va-t-on discuter? Est-ce que je vais pas être trop immature pour eux, etc. On s'est retrouvés en terrasse. C'est assez marrant parce que direct c'est parti à la bière pour eux. C'est là, ah ouais, ok, on se met à l'aise. Et on a bien discuté, j'ai demandé comment ça allait, comment ils vivaient un peu maintenant leur succès d'avant, enfin, etc. Et je trouve qu'ils ont toujours la même bonne ambiance depuis toujours. Ils ont toujours les mêmes références avec les animés, les mangas, ces inspirations nippones. Et ce qui m'a fait un peu rire aussi, c'est à la fin, je me suis dit, ah ouais, je suis vraiment un bébé. C'est qu'à la fin, pour partir, ils avaient tous, bon, je dois aller chercher mon enfant, je dois aller chercher mon garçon et tout ça. J'étais là, ah oui, c'est vrai que vous avez des enfants maintenant. Alors que ça se voit pas parce que depuis 2 heures, on discutait de sujets un peu... Et puis ils ont pas vieilli. Mais physiquement, oui, mais franchement, on a l'impression que c'est les mêmes qu'il y a 20 ans. Mais clairement, ouais. Et je les respecte énormément, encore maintenant, même si on a des sujets avec lesquels on rigole, etc., c'était quelque chose de dingue. Après, on s'est retrouvés chez eux pour faire cette chanson. 2 jours où on compose et prod et texte, puis après à distance. Et non, là, je suis trop content. En plus, je peux vous l'annoncer. On va faire là, on est le 3. Ouais. Hier, c'était le Zénith. J'ai pu chanter justement avec eux. Comment ça s'est passé du coup? Ça s'est passé... Ça s'est bien passé. C'était mon premier Zénith du coup, donc c'était quelque chose de fou, de gargantuesque. Et là, on se retrouve à Nantes pour faire la première partie de Kyo. Donc c'est trop bien. Allez, on passe à la chanson suivante. Amour journalier, elle appréciait la force du vent. Je disais au début de l'interview qu'en fait cet album il est très personnel et pourtant il y a une chanson où on a l'impression que là tout d'un coup on parle plus de toi mais tu nous racontes une histoire. Enfin en tout cas c'est clairement le cas, c'est cette chanson. On est d'accord que cette chanson elle parle pas de toi. Là c'est vraiment une histoire. Non, la fille du kiosque en fait est inspirée d'une de mes plus grandes références, Charles Aznavour. Ok. Qui raconte des histoires dans ses chansons, que ce soit les siennes mais aussi qui a l'habitude de parler à la 3e personne d'une fille. Par exemple, là, je pense à cette fille qui est partie rejoindre son amant bien loin et qui finalement, aux tragédies, est morte sur la route parce que justement... Ça savait bien que ça finisse mal. Oui, c'est Nuit Incolore, c'est aussi ça. Ouais. Donc, la fille du kiosque, au contraire, ne se termine pas mal, mais se termine en suspense. C'est l'histoire d'une fille qui travaille dans un kiosque, là, qui vend ses journaux, fille de bonnes et de mauvaises nouvelles, justement, et qui tombe éperdument amoureuse d'un chauffeur de bus. Donc cet amour journalier où elle ne le voit qu'une fois par jour, 2 fois par jour, est assez tragique, mais porteur d'espoir, où justement l'amour a plein de sens, plein de formes. Et c'est vrai que maintenant, en 2023, l'amour se consomme assez rapidement. Là, je trouve encore ce côté assez poétique de est-ce qu'on pourrait se voir une fois, est-ce qu'on peut juste s'échanger quelques mots. Donc je voulais raconter cette histoire qui est fictive, bien sûr, mais qui a, je trouve, un peu de poésie quand même. Ah oui. Peut-être plus facile à comprendre à la première écoute que certaines. Elle est peut-être moins métaphorique que d'autres chansons, mais l'histoire est magnifique. C'est sûr. Alors de ce côté-là, il y a moins de lecture possible. C'est comme c'est une histoire. Oui, voilà, c'est ça en fait. La lecture est plus linéaire. Il y a un fil rouge directement et je pense que ça fait une petite respiration dans l'album où les gens vont se dire ah oui, il dit pas n'importe quoi en fait. Non, voilà. C'est vrai. Chanson suivante. Chantons les papillons qui s'envolent loin de moi, fuyons la pointe de mes doigts, je me retrouve seul dans le froid. C'était dur pour toi ou pas le moment où tu passes d'enfant à adulte? Dans ma tête, je suis encore un enfant, donc je pense que je n'ai pas encore eu ce déclic, cette transition. Mais ce côté adulte, oui, en fait, c'est d'être indépendant, de devoir quitter ses parents. Et je pense que j'ai eu ce côté solitaire depuis un peu toujours. C'est un peu difficile à dire, mais étant un peu le seul de son sang, on va dire en Europe, ça forge un peu ce côté... ouais, en fait, bien que je suive les autres, faut quand même que je prenne mes propres décisions, que je grandisse et que je rende fier une famille restée au Vietnam que je ne connais pas. Donc, comme je dois tout faire un peu par moi-même, ça me propulse un peu vers le haut et ça me permet d'avancer. Donc, ce côté transition enfant-adulte, c'est un peu ce passage où je me rends compte que je dois grandir par moi-même, que je dois arrêter d'avoir, on va dire, l'approbation des autres.
Et bon, actuellement, je suis encore en recherche, hein, bien sûr, parce que je ne pourrais pas me considérer comme mature pleinement. Donc voilà. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. T'as dit de rendre fière une famille restée au Vietnam que je connais pas. T'as envie de les rendre fiers? T'y penses à ça? Ben un petit peu, parce que je me dis qu'il faut quand même que je sois utile à quelque chose, que je n'ai pas justement cette évolution de l'âme, partie de rien et là de faire quelque chose de sa vie, parce que ça c'est, je pense, ça prend, c'est mes tripes qui me disent faut que j'avance, pas que je marque l'histoire, mais plutôt mon histoire, justement, et que je sois fier et que je ne regrette pas plus tard mon enfance, justement, et que je me dise, ah ouais, j'ai fait quelque chose. Et là, franchement, je pourrais arrêter la musique du jour au lendemain. J'ai pu transmettre ce que je pensais, j'ai pu faire mes archives de pensée pour plus tard, justement, avec ces musiques. Et à tout moment, j'arrête la musique et j'ouvre mon café dans un petit village et que je vis avec mes dettes et mes habitués. Ok. On a parlé là du passage à l'âge adulte, il y a le passage aussi de Théo à l'artiste nu incolore. Alors on sait qu'au début, on en a parlé depuis tout à l'heure, hein, que tu étais un peu dans ta chambre à commencer à écrire les premières chansons, mais comment ça se passe même aujourd'hui peut-être, le moment où Théo devient nu incolore ou nu incolore redevient Théo? Bah pour tout te dire, au début je pensais pas assumer le nom de Nuit incolore. Je me suis dit ah ouais, ça fait un petit peu trop poétique, trop le gars qui se la pète, et c'est compliqué, hein, genre quand je parle avec des Anglais qui me disent comment on prononce Nuit incolorée et tout, enfin c'est marrant, mais finalement ça va parce que ça rejoint un peu ce côté poétique. Nuit incolore, plein de personnes me demandent pourquoi Nuit incolore, et bah d'ailleurs c'est parce que c'est inspiré de la nuit, c'est les nuits blanches, et c'est un peu là d'où je viens, où je suis le plus à l'aise. Donc non, j'assume pleinement et ça a du sens. Quand j'ai choisi Nuit incolore, je me suis inspiré d'une artiste qui s'appelle Vendredi sur mer. Okay. Sur le moment, on se dit Vendredi sur mer, pourquoi Vendredi sur mer? C'est des mots qui ont pas vraiment de sens entre eux. Et ben non, en fait, ça ils dansent bien entre eux, c'est beau à l'oreille et ça a du sens, ça a une symbolique. Donc Nuit incolore, c'est un peu pareil, mais bon, de son côté plus pessimiste, plus noir, j'ai envie de dire. Et voilà, ça vient de là. De Théo à Nuit incolore, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de passage, il n'y a pas de transition. Okay. C'est pas Batman qui se transforme, enfin voilà. La nuit. Exactement. Ouais, non. Donc non, c'est la même personne qui, Nuit incolore, je trouve, est plus utile que Théo, puisque Nuit incolore, on va dire, aide les gens. Et ça je le dis, c'est pas de moi, hein, mais c'est les gens après les concerts qui me disent merci beaucoup de m'avoir aidé, et ça c'est vraiment genre, ça vaut tout l'or du monde. Et je pense que Nuit incolore est plus utile que Théo, ou Théo, ce qu'il fait, il aide Nuit incolore justement à composer, mais en soi ce sont les mêmes personnes. Et est-ce que Nuit incolore aide Théo? Je sais pas, parce que Nuit incolore s'inspire de Théo, du vécu de Théo, justement Théo enfant, parce que Théo enfant, Nuit incolore n'existait pas, donc Nuit incolore s'inspire de Théo. Je pense à pas disparu, et la graine qui a permis à Nuit incolore de faire de la musique. Tu parlais justement du retour des gens, qui est hyper important pour toi, quand tu les as face à toi en concert, etc. Quand tu sors l'album, quand l'album sort, ou quand un titre sort, t'es quel genre de... t'es comment? Au moment où tu vas avoir les premiers retours, au moment où le titre est dévoilé, est-ce que tu regardes tout de suite les premiers commentaires? Est-ce que c'est important pour toi? Alors, bien sûr, je regarde les premiers commentaires. En fait, je regarde tous les commentaires, tout le temps. Ouais. Je regarde pas les stats, je regarde juste les commentaires pour voir si les gens ont des retours, que ce soit constructifs ou non, mais ça me fait plaisir de pouvoir leur répondre et d'avoir un vrai échange, même si c'est assez court, j'ai envie de dire, ça permet de discuter avec les gens, et c'est ce qui m'a atrocement manqué, on va dire, en petit, ce côté solitaire, à ne pas pouvoir discuter avec les autres. Et ça, c'est avec l'essor, on va dire, des réseaux sociaux, où maintenant on peut s'appeler à l'autre bout du monde, discuter avec n'importe qui, et ça pour moi c'est le plus important. Donc une chanson se construit avec les autres, avec bien sûr mon vécu, mais pour dire ça c'est un exemple réel. Mes concerts durent moins longtemps que les rencontres après concert, dans le sens ça m'arrive de faire un concert d'1 heure et après de passer 2h30, 3 heures à discuter avec les gens et de faire grincer des dents à la sécurité qui veut fermer le lieu, mais bon ça c'est bref. Et pour moi c'est important, c'est ce qui me donne un peu confiance quand même, bien sûr, et ce qui me permet de prendre soin des autres. L'album, il se conclut avec ce titre. À l'inverse, oh à l'inverse, ne serais-je pas mieux si je n'étais pas encore moi? Tu dis que cette chanson, elle conclut l'album avec le retour dans la chambre, là où tout a commencé. Ça, je l'ai lu, mais je l'ai pas trouvé dans la chanson. Est-ce que tu peux me l'expliquer un peu plus?
Alors, à l'inverse, se termine justement dans ma chambre. On peut l'entendre sur l'enregistrement que le son est un peu moins bon, mais n'a pas été enregistré par un micro, ça a été fait par mon téléphone, justement, où je me filmais. Okay. Et c'est ce retour à la chambre. À l'inverse, du coup, c'est de se dire, finalement, on revient à nos racines, on revient au début. Et c'était beau, là, cette première prise de parole de l'album, c'était à l'inverse de commencer par la fin, de se dire que, en fait, j'ai commencé dans une chambre, j'ai tout fait dans cette chambre. J'ai écrit, j'ai composé, j'ai passé mes pires nuits, on va dire. Et pour moi, de revenir aussi juste en piano-voix, c'était important parce que j'ai commencé avec le piano. C'est la meilleure façon pour moi de pouvoir m'exprimer. Le piano a beaucoup de sens. Juste un piano, ça peut transcrire des émotions qui ne se disent pas par la parole. C'est le pouvoir de la musique. Exact. Il y a autre chose en fait. Bon, tu l'as évoqué, hein, il y a eu des moments dans ta vie où t'as pas été forcément bien. T'es passé par des stades de dépression ou pas? Non, au sens propre du mot. C'est pas de la dépression. Okay. De la déprime, bien sûr, des coups bas, okay. Mais en fait, c'est surtout lié à un manque de confiance en soi. C'est vraiment ce manque de confiance qui a été le poids? C'était à ce moment-là où on se pose plein d'interrogations. Est-ce que t'es utile au monde? Est-ce que tu sers à quelque chose, justement? Et c'est là où intervient mon grand-père qui, justement, m'a boosté et m'a dit, fais de la musique, fais ce que tu aimes, essaye de faire des choses. Et surtout, par chance aussi, l'époque a joué beaucoup. On est dans une époque où on est un peu plus libre sur ce qu'on veut faire. Donc partir dans la musique à plein temps, surtout avec des parents qui tiennent un magasin de musique, ouais. C'est plus facile qu'avant. De mettre en parenthèse ses études, c'est plus faisable qu'avant. Donc par chance, maintenant je peux pas dire que j'ai une pleine confiance en moi. Ce serait un peu trop se mettre en avant, ce serait même peut-être un peu de narcissisme, mais en tout cas j'ai beaucoup plus confiance qu'avant. Oui, bien sûr, et tout ne va pas mal, ça bien sûr. Quand on est bien entouré, quand on a, c'est ça. Voilà, c'est le plus important et on se sent bien. Il y a ce point commun avec Kyo que forcément vous êtes suivi par des gens, à l'époque c'était le cas, alors il n'y avait pas les réseaux sociaux pour pouvoir avoir cet échange qu'il y a aujourd'hui, mais par des gens qui eux vont pas bien et qui à travers tes chansons vont peut-être se sentir moins seuls parce que se reconnaître dans une chanson ou aller mieux parce que là comme tu viens de le dire tout va pas mal et puis en fait ça va mieux et puis et voilà. Tu dirais quoi, enfin qu'est-ce que tu leur dis en fait à ces jeunes qui, j'imagine que ça arrive, viennent vers toi en te disant merci pour cette chanson? Alors déjà c'est incroyable de pouvoir fédérer une communauté qui est un peu invisible, introvertie, timide, et même si je me permets un peu geek, ça veut dire qu'il reste dans sa chambre, un peu casanière, et de pouvoir être en communauté sur une chanson, se retrouver par la musique, je trouve ça quand même fort. Et je me dis que je fais de la musique aussi pour ça, c'est de pouvoir communiquer, soigner, comme on disait. Donc ce que je peux leur dire, c'est surtout d'oser, de ne pas, bon, c'est un peu bateau je sais, mais de ne rien lâcher, d'oser, de faire ce que la raison et le cœur disent. Donc c'est légal bien sûr. Donc de mon côté, je suis passé d'introverti, timide dans sa chambre, à chanter devant plein de gens. Donc c'est un exercice de ne pas être stressé, de devoir prendre la parole, de devoir parler pendant 1 heure, chanter devant 1 heure même. Donc faut oser et foncer. Et regardez l'introverti timide dans sa chambre quand il est sur scène, ça donne ça. Comment t'expliques cette transformation là sur scène, ce moment où je sais pas, on a l'impression que ok t'es chez toi là, c'est normal et t'es plus le même. En fait ça a commencé parce que je me suis dit que ça fonctionnait, je me suis inspiré des autres artistes à ce moment-là où je me suis dit ah ouais, quand ils font ça les gens crient, donc c'est bien de le faire. Ouais. Je le fais de moins en moins, c'est vrai, maintenant je suis plus calme et je suis plus moi-même dans le sens est-ce que vous allez bien, etc. sans forcément faire l'animateur de foire, j'ai envie de dire. Donc en vrai, quand tu vois des gens, ça te met en confiance parce que tu dis bon, je suis là, je dois le faire, il n'y a pas de retour en arrière, faut les rendre fiers et bah oui, bien sûr, utile. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. C'est pas vraiment moi-même de devoir crier devant des gens et de bouger, mais après, la musique, quand t'es emporté par le symbole que tu as envie de transmettre dans toutes les musiques, bah là, t'es porté, tu danses un petit peu, tu sautes partout, et c'est vrai que là, tu hausses un petit peu la voix. Donc, c'est cool. Heureusement qu'il y a le piano qui m'aide à rester genre vraiment focus, on va dire. Donc voilà.
Bon, actuellement en tournée en tout cas. Alors là, il y a une petite pause, mais ça reprend à partir du 7 mars. Là, on parle de tes dates à toi. Vous avez toutes les dates. Vous les trouvez facilement. Hein. Vous tapez Nuit Incolore concert. Et ça va nous mener jusqu'à cette date du 30 avril. Là, ça sera à Paris, au Casino de Paris. Sans tout nous dire, Nuit Incolore sur scène, ça donne quoi? Le concert. Comment dire? Eh bien... Ça donne quoi en concert? Je pourrais pas vraiment me décrire parce que j'ai l'impression d'oublier à chaque fois que je suis sur scène parce que je donne tellement tout ce que j'ai qu'à la fin je suis lessivé un petit peu mais pas autant aussi lessivé pour ne pas aller rencontrer les gens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie, de mélancolie et c'est délivrer un message à son plein potentiel, c'est-à-dire pas en enregistrement dans un studio mais là vraiment en live avec des rires, des pleurs, des discussions, des explications justement de texte et surtout un karaoké géant où souvent les gens chantent et je m'entends pas donc c'est ouf et c'est une communion, voilà, c'est une communion avec le public et je suis trop content de tout ce qui se passe là. Il me reste 2 questions. Oui. Plusieurs fois on a évoqué le terme pessimiste. Tu le dis hein, toi-même que tu es un grand pessimiste entre guillemets. On vit une période en ce moment tous, qui que ce soit, quel que soit le pays où on est, qui est plutôt une période compliquée. Comment, toi, le grand pessimiste, t'arrives à traverser cette période tout en ayant quand même de l'optimisme? Bien, en vrai, je m'imagine juste ouvrir mon café dans un village. On y revient. Oui, toujours, mais tout revient à ça. C'est simple, mais je me dis que quand je serai à la retraite musicale, quand j'aurai fini de composer pour les autres, peut-être, je ne sais pas, j'ouvrirai ce café. Je serai calme, j'aurai mes habitués justement et je serai utile à certaines personnes. On parlerait du bon temps d'avant, voilà. Je leur vendrai des journaux et pour moi c'est ce qui me garde les pieds sur terre. Je me dis je finirai ma vie comme ça. C'est comme ça que j'ai envie de la finir et d'une manière calme et tout en travaillant toujours. Donc voilà. On va finir avec la question que je pose à tous mes invités. Cette question, c'est... là, tu vois, tu nous parlais du futur, là, on va parler du passé. Si tu avais l'occasion de remonter le temps, au moment où tu veux de ta vie, hein, mais de t'adresser à toi quand tu étais petit, tu choisis le moment. Qu'est-ce que tu te dirais maintenant que tu sais tout ce que tu es en train de vivre? J'avais déjà dit d'être plus assidu à l'école, mais ça, en vrai, je sais que le mois d'avant n'aurait pas écouté, si j'avais dit ça. Donc, je pense... C'est difficile parce que en vrai, j'assume un peu tout ce que j'ai fait. J'ai pas vraiment de trucs que j'aurais voulu changer pour créer un autre effet papillon, parce que si j'avais changé, peut-être que je ne serais pas là et j'aurais fait du foot, on sait pas. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu me conseiller? Peut-être par rapport à la confiance. C'est une bonne c'est une bonne question. C'est vrai que pour la confiance, je pense que ce serait un jour, tu seras entendu. Simple. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas, c'était très agréable. À bientôt. À bientôt.